Salut à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la dernière fois de l'année. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors pour ce dernier numéro de cette saison 4, nous vous avons préparé un feston de roi. Ce JT sera un numéro spécial puisque le dernier pour tous les troisièmes. Je suis sûr que nous allons vite vous manquer l'année prochaine. Pour couronner le tout, comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas sur le plateau habituel, mais en public. Tout d'abord, nous commencerons avec Céline et un roman intitulé « Je suis l'idole de mon père ». Pour la deuxième chronique, nous recevrons un nouveau du Croc Lecture, Sébastien. Il vous présentera un roman dont nous avons interviewé l'auteur au Salon de Montreuil. Il s'agit d'Imagination d'Arthur Ténor. Ensuite, un duo de chroniqueuses que nous avons beaucoup vu cette année, et promis, c'est la dernière fois que vous les voyez. Elles viendront vous présenter un roman des éditions du Rouergue, Dans le cœur des Louvres. Nous enchaînerons dans la rubrique Brochette littéraire avec un roman sélectionné par Lucas, Le Faux Prince. Enfin, la dernière chronique de l'année est un manga. Il s'intitule Kagaster, une avant-première, et c'est Mathieu qui en aura la charge. Allez, passons à table. Salut Céline, quel roman vas-tu nous présenter? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman d'Arnaud Catherine. Il s'agit d'un roman tranche de vie intitulé « Je suis l'idole de mon père », un titre très bien choisi, le roman étant basé sur le fameux conflit générationnel entre père et fils. Nous suivons ainsi les aventures de Dorian, qui nous en dit beaucoup sur ses relations avec son père et la cause de ses disputes à répétition. Génial! 2 semaines à Deauville. 2 semaines obligées de se cacher. Dorian ne se laissera pas faire. Son père, un auteur de romans jeunesse, ne le piégera pas. Hors de question de lui raconter une de ses aventures qu'il ira réécrire dans un livre. Bien sûr, sa mère paye tout. Quoi qu'il en soit, Dorian doit bien y aller, qu'il le veuille ou non. Arrivé à Deauville, son père l'emmène dans un endroit spécial. Il marche quelques instants et se retrouve devant une maison. Son père lui explique que les propriétaires sont les grands-parents qu'il n'a jamais vus. Une chose est sûre, il veut les rencontrer. Le lendemain, Dorian part se promener. Il longe le port, se retrouve devant une maison. Il s'y rend, sonne, personne. La porte est ouverte, il entre. Un couloir. Impossible de savoir s'il y a quelqu'un. Il se retrouve alors dans un riche salon. Soudain, une voix. Il aperçoit une fille de son âge. Il ne faut pas qu'elle appelle la police. Il lui explique la situation. Il est le fils de Rémi Salvingue et il voulait mieux connaître sa famille paternelle. La jeune fille finit par s'exprimer. Elle s'appelle Alexandra et est sa cousine, chose qu'il regrette, la trouvant très séduisante. Elle lui propose alors de venir le soir dîner dans cette maison, sous une fausse identité. Une rencontre très risquée qui lui paraissait impensable. Mais qu'as-tu pensé de ce roman tranche de vie? J'ai adoré le roman « Je suis l'idole de mon père », dont l'auteur est Arnaud Catherine. Ce roman de tranche de vie a en effet de nombreux atouts qui pourraient plaire à un grand nombre de lecteurs, et nous allons le voir dès à présent. Commençons par le genre. L'histoire se déroule tout d'abord dans un contexte proche de la réalité, avec des personnages assez ordinaires. Ainsi, Dorian est un adolescent qui refuse que son père dévoile sa vie à travers ses livres qu'il écrit. L'histoire étant animée par des conflits entre père et fils, le lecteur peut dès le début s'identifier aux différents personnages et établir son point de vue. Ensuite, ce roman est rédigé à la première personne, ce qui permet une fois de plus au lecteur de s'identifier, cette fois-ci plus au personnage principal, étant donné qu'il s'agit du narrateur. Enfin, le cadre spatio-temporel reste le XXIe siècle, et le lieu est souvent identifiable par le lecteur. Les aventures de Dorian se déroulent ainsi à Deauville durant les vacances d'été. Poursuivons par le personnage principal. Vous l'aurez compris, il s'agit de Dorian. Il est le fils d'un auteur et est lassé des histoires de son père, qui sont en réalité de vraies anecdotes qu'il a vécues. Ainsi, il cherche le plus possible à éviter son père, de peur qu'il ne soit harcelé de questions. Ensuite, il veut à tout prix connaître sa famille paternelle que cache son père depuis tant d'années. Ainsi, il s'infiltre au cœur de la maison, sous une fausse identité, pour savoir s'il a bien sa place là-bas. Enfin, il tombe amoureux d'Alexandra, une fille qu'il trouve très séduisante, mais qui est à vrai dire sa cousine. Il s'agit donc d'un amour platonique, car impossible. En conclusion, j'ai évidemment adoré ce roman. L'auteur a créé une fin incroyable et imprévisible. De plus, ce livre aborde de nombreuses thématiques, plus ou moins complexes, comme les conflits entre générations ou même l'amour impossible. Je suis maintenant en compagnie de Sébastien. Tu as choisi Imagination? Pour cette chronique du Croc Lecture, j'ai lu un livre fantastique intitulé Imagination de Arthur Ténor, paru le 5 septembre 2013 aux éditions du Seuil. Clotaire, un jeune informaticien qui, en trouvant un papier dans la rue, découvre un jeu nommé Héros qui le plonge dans une aventure en réalité augmentée. Ce jeu n'est pas comme les autres. À l'intérieur, tout est d'une réalité époustouflante. En effet, Clotaire va vite se rendre compte durant la phase de test gratuite que toutes les erreurs
peuvent avoir des répercussions sur son anatomie, ce qui lui donne encore plus envie de recommencer. Au début de l'aventure, il va devoir s'entraîner dans la vie réelle, notamment à se battre pour avoir une chance de survivre durant ses missions. Une semaine après, durant sa première mission, il rencontre une autre joueuse faisant partie de la même équipe qui s'appelle Lucie, alias Luciole. Le but de Clotaire est simple, protéger Luciole durant sa mission d'espionnage, quitte à tuer si c'est nécessaire, ce qu'il fait en tuant un trafiquant pensant qu'il fait partie du jeu. Le lendemain, il voit dans le journal la photo de la personne qu'il a tuée et décide d'enfreindre une règle vitale du jeu. Rencontrer la joueuse qui a fait la mission avec lui. Ensemble, ils vont enquêter pour savoir qui est le créateur du jeu, tout en évitant les éliminatueurs, d'autres joueurs engagés pour les éliminer. Ils vont prendre place dans une rébellion contre le concepteur, prendre part à des batailles épiques, tout en cherchant le serveur du jeu pour mettre fin au cauchemar qui dure depuis plusieurs jours. J'attends ton avis sur ce roman des mondes virtuels. J'ai bien aimé le livre intitulé Imagination de Arthur Ténor. Tout d'abord, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est son genre, car je suis particulièrement intéressé par les romans policiers. À cela s'ajoute une bonne part de science-fiction. En effet, l'enquête sur un monde virtuel fait partie d'un genre de roman policier que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ce livre particulièrement intéressant par son principe nouveau. L'enquête est d'une très bonne qualité et elle nous tient en haleine pendant toute l'histoire. Cela permet de lire le livre sans sauter 2 pages car toutes les pages comportent un élément essentiel de l'enquête. Ce livre a un thème intéressant du fait du rapprochement qu'on peut faire avec notre vie quotidienne. Il permet de faire passer un message sur les effets néfastes des jeux en faisant en sorte que les personnages ne sachent plus où est la réalité et où est la fiction. Il nous permet de réfléchir sur la place qu'occupe le virtuel dans notre vie par le biais de ces personnages. Ensuite, j'ai trouvé que les personnages sont vraiment originaux, même si on pourrait en trouver dans notre quotidien. Par exemple, Clotaire est un geek, punk, adepte de jeux vidéo, et Lucie est une prof de français des plus normales. De plus, les personnages ont des réactions et des émotions bien choisies, comme par exemple le dégoût qu'ils éprouvent en tuant un ennemi, la peur en apprenant que leur vie est menacée. Ils peuvent aussi, contrairement aux héros de beaucoup de livres et de séries, faire des erreurs. J'ai trouvé ce livre intéressant du fait que l'histoire se passe avec des héros virtuels et en même temps que leur modèle source soit des personnes de la vie quotidienne, ce que j'ai trouvé original. Pour conclure, je vous recommande vivement ce livre, riche en rebondissements et en originalité. Et oui, je suis bien sûr avec Raphaël et Amandine. Alors les filles, quel roman avez-vous choisi ? Pour ma dernière chronique, je vais vous présenter en compagnie d'Amandine le dernier livre de Stéphane Servan que nous avons rencontré et interviewé au Salon du Livre de Paris, Le Cœur des Louvres, aux éditions du Rouergue, dans la collection Dos à Dos. Célia est une jeune adolescente au fort tempérament. Depuis le divorce de ses parents, elle vit avec sa mère, Catherine, une écrivaine. Elle passe ses étés dans le village de sa grand-mère. Sa famille est détestée là-bas, et elles sont souvent victimes d'insultes et de coups. Sa grand-mère avait la réputation de pute et de sorcière, et personne au village ne le cache. Mais ses vacances vont prendre une autre tournure, révélant des secrets bien plus enfouis. Célia arrive quelques semaines avant sa mère au village. Sa grand-mère est morte depuis plusieurs années, et sa mère a donc décidé de partir y vivre. Arrivée, elle décide de laisser les volets de la maisonnée fermés. Ses journées sont banales, elle ne se lave pas, elle ne mange que des barres de céréales et ne prend même pas le soin de changer de vêtements. Cela se résume à essayer de se souvenir de ce qu'elle a vécu ici. Cela lui prend du temps, et elle repense à la chambre de sa grand-mère, toujours fermée, et aux secrets qu'elle peut cacher. Elle monte à l'étage, ne réussit pas à l'ouvrir. La clé doit être encore cachée. Mais elle ne la cherche pas. Au bout de 2 semaines passées dans l'ombre, elle décide d'ouvrir les volets. À ce moment-là, une vieille femme du village passe, la regardant de travers. Elle sait que dès le lendemain, tout le village saura qu'elle est là. Je pense donc que vous avez adoré ce roman, non ? J'ai beaucoup aimé le livre Le Cœur des Louvres de Stéphane Servan qui met en avant une famille mystérieuse. Pour commencer, je vais vous parler de Célia, l'héroïne de l'histoire. C'est une jeune adolescente au fort tempérament. Avec le peu d'attention que lui porte sa mère, elle est livrée à elle-même. Lors de son retour au village, elle va retrouver une amie d'enfance, Alice. Celle-ci vit avec son père alcoolique légèrement éloigné du village. Leur complicité et leur escapade nocturne sont fascinantes. Sous leur fourrure de louve, elles courent dans les bois comme ces bêtes sauvages. Il explique comment les femmes, pour refuser un mariage, ont choisi cette évasion. Après, ce qui m'a plu aussi chez Célia, c'est sa curiosité. Elle veut à tout prix savoir ce qui se trouve dans la chambre toujours close de sa grand-mère, qui a vu défiler toutes les personnes du village venues se confier. Elle finira par le découvrir avec l'aide d'Alice. Ensuite, l'écriture est vraiment belle. Ce livre est original car son histoire consiste en une série de secrets de famille, d'amitié et de légendes. Tous ces récits se sont déroulés sur 3 générations. L'auteur utilise régulièrement des flashbacks. Tantôt il parle de Célia, tantôt de sa grand-mère et tantôt de sa mère.
Ce qui m'a plu, c'est de voir différents points de vue d'un même événement. Pour conclure, je dirais que Le Cœur des Louves est vraiment un livre à lire absolument. Je vous conseille de découvrir d'autres titres de cet auteur exceptionnel, comme Souviens-toi de la Lune. Ce dernier livre nous parle d'un adolescent voulant devenir écrivain, mais de nombreux problèmes vous sont présentés à lui. Et salut Lucas, aujourd'hui tu viens pour nous parler du Faux Prince. Peux-tu nous faire voyager au royaume de Cartilla? Hello les croque-lecteurs, le livre que je vais vous présenter est l'œuvre de Jennifer Ann Nielsen, une auteure américaine. Pour le roman Le Faux Prince, premier tome d'une trilogie, publié chez Bayard, elle a déjà reçu de nombreux prix. Le roi Egbert, son épouse et leur fils aîné Darius, l'héritier du trône, sont morts empoisonnés, mais la nouvelle est étouffée de peur d'une guerre civile. Seul le jeune et fougueux prince Jaron peut succéder au roi, mais la rumeur dit qu'il a disparu lors d'une attaque de pirates 4 ans plus tôt. Du coup, la crainte d'un retour du prince s'installe parmi les conseillers et prétendants au trône, tandis que le peuple a l'espoir qu'il soit vivant. Par peur de ce retour, Connor, un de ses conseillers de la cour, établit un plan pour tirer profit de la situation. C'est donc dans ce but qu'il parcourt le royaume de Cartaya à la recherche d'orphelins ressemblant au prince Jaron. Il veut faire croire à la cour que cet orphelin est en fait le prince Jaron. 4 orphelins sont choisis, Sage, Latimer, Roden et Tobias. Connor les oblige à rivaliser pour le trône, mais un seul d'entre eux deviendra le prince de Cartaya. Latimer, fragile, ne veut pas, et Mott, un homme de main de Connor, le tue. Tous comprennent alors qu'obéir est la seule façon de rester en vie. Au bout de 15 jours de formation, Connor choisira qui sera le faux prince. Mais l'un d'entre eux détient un terrible secret. Quel est ton avis sur ce roman de fantasy? J'ai aimé Le Faux Prince de Jennifer Ann Nielsen, qui est un livre de fantasy où Cartaya pourrait très bien être un royaume du Moyen-Âge. La couverture est classique, elle représente un homme mystérieux dans la pénombre tenant une épée. Seul le personnage est éclairé par la lune, signe peut-être qu'il jouera un rôle important dans le livre. Tout d'abord, je vais vous parler du point de vue choisi dans ce livre. En effet, Jennifer Ann Nielsen choisit d'adopter le point de vue d'un des orphelins dans ce livre, ce qui annule le suspense, puisqu'on se doute que c'est ce personnage qui va être choisi pour être le prince de Cartaya. Cela fait un peu disparaître l'intérêt du livre, mais cela nous fait aussi plonger dans les pensées de ce personnage et de le découvrir en profondeur. Ensuite, les personnages sont vraiment intéressants et notamment le héros. Sage est un personnage rebelle mais loyal et futé, découvrant les secrets des autres. Plus on avance dans le livre, plus il prend son destin en main. Il surprend les lecteurs à de nombreuses occasions par ses décisions. Connor est un personnage vicieux, n'hésitant pas à exploiter des orphelins pour le pouvoir. Enfin, parmi les thèmes de ce livre, il y a bien sûr la loyauté très présente dans ce livre. Aucun des orphelins ne s'est échappé de la demeure de Connor, qui les a tout de même forcés à coups de menaces. Ensuite, quand Sage fait une promesse à Latimer, il s'y tient jusqu'à la fin de l'aventure. Il y a bien sûr une belle histoire d'amitié. Elle se forme peu à peu entre les orphelins malgré les coups bas. Ces 3 garçons viennent du même milieu social, ils ont connu le même sort en se faisant abandonner à leur naissance, et c'est peut-être cela qui va les rapprocher. Pour conclure, j'ai aimé Le Faux Prince de Jennifer Ann Nielsen, un titre vraiment réussi qui mêle un univers bien construit, des personnages et une histoire particulièrement originale. Il ne nous reste plus qu'à attendre la suite des aventures de Sage, déjà parues aux États-Unis. Et oui, c'est déjà l'heure de la dernière chronique de l'année. Mathieu, tu es le dernier chroniqueur de cette saison 4. Alors quel manga as-tu choisi? Bonjour les croque-lecteurs, aujourd'hui je termine cette émission par une surprise, un manga évidemment. Nous avons eu la chance de recevoir en avant-première Kagaster, un titre très original qui n'a jamais été publié au Japon. Ce manga a seulement été publié sur un site internet par son auteur Kashu Hashimoto. À la fin du XXIe siècle, l'humanité a été contaminée par un virus se nommant Kagaster. Il transforme tous ceux qui sont atteints par cette maladie en Kagaster, sorte d'insectes géants qui peuvent se reproduire entre eux et qui envahissent la planète. Kido, le personnage principal, est chargé de les éliminer. Il rencontre une personne à moitié morte qui vient de se faire attaquer par un Kagaster. Sa dernière volonté est que Kido emmène sa fille chez lui jusqu'à chez sa mère. La petite fille est encore vivante après l'attaque. Alors Kido décide de s'acquitter de sa promesse. La jeune fille qui se nomme Illy doit rejoindre sa mère Tanya, mais le problème c'est qu'elle se trouve trop loin pour que Kido puisse l'y emmener. Il garde Illy et la protège en attendant de pouvoir le faire. Pour cela, il la dépose dans un endroit où il vit, c'est-à-dire un bar qui est tenu par un travesti se nommant Mario. Mais Kido est mystérieux, tellement mystérieux que tout au long du premier tome, nous ne savons rien à son sujet, et Illy se pose beaucoup de questions sur lui. Quel est ton avis sur ce shonen manga? J'ai particulièrement accroché au shonen manga Kagaster. Pour mon avis, je vais commencer par la galerie des personnages qui le composent. Nous retrouvons un héros qui se nomme Kido. Son métier, exterminateur bien sûr. Vous l'aurez compris avec mon résumé. C'est de tuer les Kagasters qui envahissent le monde.
Nous le savons dès le départ, grâce à un début d'histoire qui nous met directement dans le bain avec Kido en train d'éliminer un Kagaster. J'ai aimé son côté mystérieux, même si nous ne voyons pas beaucoup d'expressions sur son visage. Il ne parle pas beaucoup et ne laisse rien transparaître de ses émotions. Son histoire n'est pas encore développée volontairement de la part de l'auteur pour laisser un suspense tout au long du manga. L'autre personnage important de ce manga, c'est Tilly, la fille que Kido doit ramener chez sa mère. Elle ne me plaît pas énormément. Je trouve que nous ne savons pas assez de choses à son sujet. Simplement son nom, le nom de sa mère, mais pas de son père et d'où elle vient. Je la trouve agaçante, ne sachant jamais se comporter intelligemment. Passons maintenant au dessin. Je les trouve réussis dans l'ensemble, même si parfois il manque de détails. N'oublions pas que cette série n'était pas censée être publiée et qu'elle provient d'un site internet. Si nous ne tenons pas compte de tout cela, les dessins sont assez bien réussis et certains personnages m'ont rappelé ceux du manga Full Metal Alchemist de Hiromu Akawa. Ensuite, j'ai aimé l'histoire. Son thème principal est la propagation d'un virus qui transforme une grande partie de la population en insectes géants. Ceux-ci peuvent se reproduire et attaquer les humains. Mais le monde est aussi plongé dans une grande pauvreté. Nous le voyons grâce aux villages qui sont insalubres et parfois même détruits. Il s'agit d'un vrai univers de science-fiction à l'ambiance apocalyptique. Dans l'ensemble, j'ai aimé le manga Kagaster grâce à un héros mystérieux au thème abordé et à l'univers créé par l'auteur, qui sera présente à la Japan Expo au mois de juillet. C'est sur cette chronique que je clôt cette 4e saison de Croque Lecture. Il est donc maintenant l'heure de nous quitter. L'année prochaine, au mois de novembre, vous pourrez retrouver une nouvelle équipe de chroniqueurs et de nouveaux présentateurs pour me remplacer. Quant aux autres 3e et moi, nous vous disons adieu. Ne pleurez pas, je sais qu'on va vous manquer. Allez, bonnes vacances et plein de bonnes lectures à vous tous les Croque Lecteurs. Alors, pour ce dernier numéro de l'année... Ah ben non. Ah non, tu t'en fais... J'attends ton avis sur les... Mince. Peux-tu nous en faire... C'est trop long. Ne pleurez pas, je sais qu'on veut... Mince. Ouais, bah. Interviewé. Pour ma dernière chronique, je peux vous présenter. Elle passe ses étés dans un village. Non. Je recommence. C'est le début. Chaud. Il fait trop chaud là. Si, il fait trop chaud. C'est la mandarine. Mais ses vacances vont prendre une toute autre... Pourquoi il rigole lui? Arrivée, elle décide de laisser les vols. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a Louise qui a fait joujou avec le con. À ce moment-là, une vieille femme... C'est dur à dire, vieille femme. Au bout de 2 semaines passées dans... Mais... Au bout de 2 semaines... On la regarde... Ah oui, non, c'est pas clippé.